Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming de podcasts et également sur YouTube. Lien dans la description. Bonne écoute. To all who come to this happy place, welcome. Hey, Poodle! Here she comes! Don't worry, there's nothing wrong with your television set. This is a Pixie Bell. The sound is much too high for human ears. We fooled him. Gotta go, but thanks. On with the show. Bienvenue dans le boudoir de Walt. Je m'appelle Olivier, fan Disney, et je vous emmène, comme d'habitude, maintenant dans les coulisses de la magie imaginée par monsieur Walt Disney. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une ancienne connaissance, en la personne de Maxime, qui est l'heureux propriétaire de la chaîne YouTube Maxime WDW. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? Bonjour Olivier, ça va super bien et toi? Ça va très 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 bien, et à chaque fois te recevoir parce que je t'ai déjà reçu dans d'autres, dans mon ancien podcast, dans d'autres émissions, et c'est toujours vraiment un réel plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. En plus, c'est pas facile pour enregistrer parce que si vous avez un petit peu reconnu, il est originaire du Québec et il faut faire avec les aléas des fuseaux horaires. Donc, merci beaucoup d'avoir adapté à ça, Maxime. Tu peux un petit peu te présenter en quelques mots pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas, car je t'ai présenté là il y a 2-3 secondes comme étant un YouTuber Disney, mais en fait tu ne fais pas que cela dans l'univers Disney. Donc si tu peux un petit peu te présenter. Oui, absolument. Tout d'abord, merci Olivier de m'avoir invité sur ton podcast. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici puis de participer là, à cet épisode. Sinon, comme tu disais, bonjour à tous, je m'appelle Maxime. Oui, je suis sur YouTube principalement à partager. Étant donné que je suis au Québec, c'est surtout le Walt Disney World que j'ai l'occasion de visiter. Évidemment, il y a d'autres destinations Disney des États-Unis que j'aime explorer et partager en vidéo. Donc, que ça soit Disneyland en Californie ou même plusieurs croisières Disney. On va en parler, d'ailleurs. On va en parler. Oui. Puis, sinon, j'ai eu l'occasion de travailler au Walt Disney World à quelques reprises. Donc, évidemment, c'est un thème récurrent sur ma chaîne. J'en ai fait plusieurs séries de vidéos à chacune de ces opportunités d'emploi-là que j'ai eues, que j'ai partagé mon expérience, puis sinon d'autres aventures que j'ai vécues à destination. Puis également, dans ma vie de tous les jours, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney des États-Unis. Disons que je vis de ma passion Disney, puis j'aime la partager, puis c'est ça, essentiellement. Écoute, je vous conseille sincèrement d'aller voir un petit peu sa chaîne. Je vais mettre en fait en lien, bien évidemment, comme à chaque émission, à chaque podcast, je vais mettre en lien les liens où on peut retrouver Maxime dans la Disney Sphere et entre autres sur sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Voilà, je vous invite à aller voir ses vidéos, c'est toujours très 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 intéressant et en plus c'est une chaîne qui a déjà maintenant quelques années et il y a moyen, si vous fouillez, d'aller voir quelques belles petites pépites. J'adore la série par exemple que tu as fait sur les légendes Disney ou des choses, ça remonte déjà à quelques années, hein, ça. Oui. Et j'apprécie énormément et je vous invite d'aller d'aller voir. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu et aujourd'hui, en fait, je te reçois dans une série de podcasts que j'ai tout simplement appelé Cast Member Experience. Et aujourd'hui, tu vas nous partager ton expérience de cast member à Walt Disney World parce que tu as eu l'occasion d'y travailler à plusieurs reprises. Et voilà, donc on va attaquer dans le vif du sujet. Si on demande à un panel de fans de l'univers Disney, et plus particulièrement aux fans des parcs, leur rêve ultime, à coup sûr, dans leur top 5, on retrouverait 1. Le fait de travailler comme cast member dans une des destinations chères à Mickey, et 2. D'avoir un jour l'occasion de visiter et de séjourner à Walt Disney World. Aujourd'hui, comme vous le savez déjà, je reçois Maxime, qui a eu à plusieurs occasions la chance de travailler et de visiter Walt Disney World. Il est tellement amoureux de la destination qu'il est même devenu agent de voyage spécialisé, comme il vous l'a expliqué, sur la destination d'Orlando, mais pas que, vous allez voir. On va aussi également en parler. Et vu que je pense que vous êtes aussi impatient que moi d'entendre les expériences de cast member à Walt Disney World de mon invité,
D'autant que j'ai pas mal de questions à lui poser. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, j'ai une petite question bateau, comme on dit, mais qui est quand même indispensable pour comprendre la passion qui t'anime dans cet univers. D'où te vient cette passion et cet amour pour l'univers Disney? Ça remonte à quand et comment tu es tombé dedans? Ça remonte à ma naissance, en fait, je dirais, parce que j'ai eu l'occasion de visiter le Walt Disney World dès mon plus jeune âge. Mes parents m'ont amené au Walt Disney World quasiment à chaque année depuis que j'ai 1 an. Donc, je suis vraiment très reconnaissant de ces nombreux voyages que j'ai eu l'occasion de faire. Puis, en étant entouré de Mickey et ses amis et en étant dans les différents univers des parcs thématiques, en fait, le fait de pouvoir rentrer dans les univers des films auxquels j'ai écouté lorsque j'étais plus jeune, puis en même temps, en étant jeune enfant, j'étais capable de rentrer dans ces univers-là dans les parcs thématiques. Je pense que c'est vraiment ce mélange-là qui a créé quelque chose, qui a développé ma passion. Je me suis dit, hey, vraiment, ça va être un peu cliché du monde de Disney, mais vraiment tous les rêves peuvent se réaliser, dans le sens que on voit des films d'animation, on rêve de pouvoir voler avec Peter Pan, puis après ça, on se retrouve au Magic Kingdom en faisant l'attraction de Mickey's Floor Magic, puis dans ce film 3D-là, on a l'occasion de voler avec Peter Pan. Évidemment, Donald se joint également à l'aventure, mais c'est ça. Donc, vraiment, le fait d'être entré dans l'immersion dans les films dès mon jeune âge, c'est ce qui a vraiment débuté cette passion. Et je suppose qu'en plus, parce qu'il y a quelque chose qu'on vous envie fortement, nous Européens, on vous envie fortement aux Québécois, c'est la proximité en fait. Enfin, tout est relatif, hein, la proximité. Il y a combien d'heures d'avion jusque la Floride de chez vous? Donc du Québec à la Floride, c'est 3 heures d'avion. Voilà. Environ. Donc ça, on vous envie fortement, et je suppose que ça a aidé le fait que tu es tombé amoureux de la destination d'Orlando. À quel âge t'as visité pour la première fois Walt Disney World? Comme je disais, j'avais environ 1 an, un peu plus. J'avais pas 2 ans, mais 1 an et demi environ. Donc c'est assez jeune. Et en plus de la proximité, il y a une vidéo que je vous incite aussi à aller voir, que tu as produite sur ta chaîne. On te voit une fois faire le périple en voiture, en fait, entre le Québec et la Floride, qui est même passionnant parce que j'ai découvert des espèces de trains comme ça où on met les voitures dessus pour faire des milliers de kilomètres. Enfin, il y a beaucoup de Québécois qui font le trajet en voiture de Québec jusqu'en Floride. Mm-hmm. En fait, je veux dire, la majorité vont quand même prendre l'avion, étant donné que les vols sont pas si chers que ça, puisque c'est que 3 heures de vol. Tandis que la voiture, c'est 24 heures de route. Donc, c'est possible de le faire en 1 journée si on s'arrête que pour mettre de l'essence puis on repart tout de suite après. Mais c'est des fois avec les enfants, la famille, c'est plus compliqué en voiture où ça demande plus de temps. Donc, l'avion demeure populaire, mais il y a quand même plusieurs familles de voyageurs là, du Québec qui vont y aller en voiture. Moi, d'ailleurs, quand j'étais jeune, là, avec mes parents, on faisait le trajet en voiture à chaque année. Donc, à l'occasion, on a pris l'avion, là, mais c'était surtout en voiture. Ça doit pas être désagréable comme road trip avant d'arriver à Orlando. Mais non, c'est quand exact. même toute la côte est des États-Unis, c'est quand même pas mal. Hein. Mm-hmm. Surtout pendant l'hiver, parce que dans mon enfance, j'allais surtout visiter le Walt Disney World pendant l'hiver, mais on part du Québec où est-ce que on peut avoir 2 mètres de neige, de bonne neige. Puis, tranquillement, on fait le road trip, puis on se rend jusqu'en Floride, où est-ce que la chaleur est là, les palmiers à longueur d'année. Donc, c'est le paysage est marquant, la différence. Donc, c'est... Tu m'étonnes. Combien de fois tu as eu l'occasion de visiter Walt Disney World? T'as arrêté de compter ou Oui, j'ai arrêté de compter. T'as arrêté? Ouais, parce que là, c'est un peu difficile à compter. Avant, je comptais le nombre de voyages, peu importe c'était quoi la durée du voyage, mais maintenant,
que j'ai eu l'occasion d'y travailler à plusieurs reprises. Des fois, j'étais parti 3 mois, des fois, j'étais parti 1 an. Donc, comment est-ce qu'on compte? Des fois, je suis allé juste pour un week-end, un long week-end de 4 ou 5 jours. Donc, j'ai fait vraiment toutes sortes de types de voyages. Donc, je dirais au moins 25, mais je ne peux pas te dire le nombre exact. Bon, quand on te suit sur ta chaîne YouTube, sur tes réseaux sociaux, forcément, on voit que, d'ailleurs, c'est pas pour rien que ta chaîne YouTube, c'est Maxime WDW. T'es fortement fan de Walt Disney World. Mais je sais, pour avoir suivi certains de tes périples sur tes réseaux sociaux, que tu as eu l'occasion de te rendre à Anaheim, tu as eu l'occasion de faire des Disney Cruise Line. T'es quand même passionné par tout l'univers Disney. Mais pourquoi cette passion particulière pour Walt Disney World? Moi, j'ai une question qui va faire mal, mais qui en même temps me fait plaisir parce que moi, j'ai la réponse. Je suis amoureux comme toi de Walt Disney World. Est-ce que les autres destinations Disney ne sont pas à la hauteur de Walt Disney World ou est-ce que c'est vraiment lié à tes souvenirs d'enfance ou pourquoi tu es vraiment amoureux de cette destination? Qu'est-ce qui fait que tu es plus amoureux de cette destination-là que les autres? Bon, il va y avoir plusieurs éléments à ma réponse. Tout d'abord, je peux pas te dire que le Walt Disney World, c'est forcément mon chouchou. Oui, il y a beaucoup d'avantages. Le Walt Disney World, ce que j'adore de cette destination-là, c'est que c'est immense. C'est grand comme la ville de Paris en superficie. Il y a 4 parcs thématiques, 2 parcs aquatiques. Là, Disney Springs, on a une vingtaine d'hôtels, même plus. Puis, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Plein d'activités récréatives autres que les parcs thématiques qui sont proposées. Donc, c'est vraiment facile, c'est vraiment réaliste de partir pour le Walt Disney World pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis de s'occuper à tous les jours. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment une panoplie d'activités, c'est innombrable. Peu importe la durée d'un séjour au Walt Disney World, ça sera impossible de tout faire, puis il y a toujours des nouveautés tellement que c'est grand. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'y retourne régulièrement, c'est que on finit jamais de faire le tour. Contrairement, par exemple, à la Californie, où est-ce que la Californie, c'est vraiment mon chouchou, parce qu'il y a le parc original, le parc où est-ce que Walt a vu de ses yeux, qui a finalement marché dans ce parc, qui a créé, qui a imaginé ce parc thématique. Donc, évidemment, Disneyland, pour moi, c'est mon chouchou. J'y vais moins souvent parce que là, bon, le trajet en avion est plus long, le trajet en voiture devient moins réaliste aussi. Donc, c'est ça, mais en fait, puis aussi, bon, c'est un peu plus petit. Donc, passer 2 semaines du côté de Disneyland, on va faire le tour assez rapidement. En fait, je trouverais le moyen de passer 2 semaines du côté de Disneyland, mais étant donné que le resort est un peu plus petit, en fait, beaucoup plus petit que le Walt Disney World, c'est un peu pour cette raison-là que j'ai le réflexe d'aller régulièrement au Walt Disney World. Par contre, pour la Disney Cruise Line, ça, c'est en fait le summum des destinations Disney. D'après moi, ce sont les croisières Disney. Parce qu'il y a moyen d'être dans la magie de Disney, mais tout en se reposant. Parce que la visite des parcs thématiques, souvent, on est parti faire une attraction, on va voir un spectacle, c'est ça, c'est fatigant, on a un horaire chargé, tandis que la Disney Cruise Line, ça permet vraiment d'avoir des vacances, de se reposer, de profiter de divertissements, de spectacles, vraiment de haut niveau. Il y a des très bons restaurants également sur les croisières. Par contre, bon, c'est un peu plus coûteux, on se le cachera pas, donc là, c'est plus l'aspect monétaire de la chose, de pourquoi je ne suis pas sur une croisière Disney à chaque semaine, mais sinon, j'y serais avec grand plaisir. Mais tu as déjà eu l'occasion de visiter d'autres parcs Disney hors des États-Unis, comme Disneyland Paris ou à Tokyo, ou tu n'en as pas encore eu l'occasion? Disneyland Paris, je suis allé 2 fois, en 2014 et 2017. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y a une très vieille vidéo Ah oui, j'avais participé à un événement Run Disney à Disneyland Paris. J'avais juste filmé ce segment-là. J'avais pas forcément filmé dans les parcs et tout ça, mais à l'époque, je faisais pas vraiment des vidéos de type vlog. Je me mettais pas mon visage de l'avant sur ma chaîne YouTube. C'était surtout des capsules historiques que je faisais à l'époque. Donc, ça s'y prêtait moins, mais
En fait, c'est ça, je suis déjà allé. J'ai le projet d'y retourner en automne 2025. Donc, c'est dans un certain temps, mais ça va quand même arriver très vite. Donc, j'ai un voyage en Europe qui va s'en venir et évidemment, on va avoir un arrêt à Disneyland Paris. Sinon, pour les autres parcs, donc Tokyo, Hong Kong, Shanghai, et ben, évidemment, c'est sur ma liste de destinations Comme à tout fan visiter. Disney. Exact. Après ça, bon, c'est un peu la coordination versus le travail et ben, tous mes différents projets que j'ai. Donc, mais un jour, évidemment, je vais vouloir les voir. Tu en as parlé au début de l'émission. Tu travailles également comme agent de voyage spécialisé dans les destinations Disney. Tu peux un petit peu nous en dire un peu plus sur cette activité? Absolument. Ben, en fait, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Donc, en fait, j'accompagne mes voyageurs à la préparation de leur séjour pour les destinations Disney des États-Unis. Donc, on parle, ben, en fait, États-Unis et quelques autres produits Disney. Donc, c'est surtout le Walt Disney World et Disneyland. Et puis, on a les croisières Disney, mais ça peut être les croisières Disney avec un port de départ de n'importe où à travers la planète. Donc, il y en a surtout à des ports de Port Canaveral ou de Fort Lauderdale en Floride. Mais si vous prévoyez une croisière Disney à des ports de l'Europe, peu importe où, ou à des ports d'Australie, ou à des ports même du Canada, à Vancouver, on a des croisières là, qui visitent l'Alaska, qui part de là, en fait. Donc, toutes les croisières Disney, je peux vous accompagner pour ces destinations-là. Sinon, il y a également les Adventures by Disney, qui est un super beau produit de Disney. Donc, c'est vraiment des voyages de groupe organisés selon différentes destinations à travers le monde. Donc, c'est pas forcément des expériences dans les parcs thématiques Disney. C'est plutôt un pays sélectionné, une région du monde est sélectionnée, puis ben, il y a un tour organisé, mais par Disney, donc on est assuré d'avoir le service et la qualité de Disney. Donc, il y a ce produit-là. Sinon, il y a également Aulani du côté d'Hawaï, qui fait partie des destinations à laquelle je peux aider mes voyageurs là, pour la planification. Donc, c'est vraiment du début à la fin du processus que je vous accompagne. Donc, dès que vous avez l'idée que vous voulez visiter l'une de ces destinations-là, je peux vous aider avec le choix des dates, avec le choix de l'hébergement, repérer les restaurants qui pourraient vous intéresser. Je m'adapte là, selon votre groupe ou votre famille, donc vraiment pour créer un voyage à votre image. Puis après ça, j'ai toutes sortes de conseils, de trucs à vous partager pour l'organisation de votre voyage. Puis au moment du séjour, je demeure disponible là, pour une assistance à destination si jamais il y avait quoi que ce soit. Mais de toute façon, comme pour tout le restant, je vais vous mettre les liens en commentaire. Et je précise également, avant qu'on ne le dise, avec Maxime, c'est une amitié, passion Disney depuis quelques années. Je ne fais pas ça pour faire de la publicité, mais je connais les services qu'il propose et que ses collègues proposent. Et franchement, c'est quelque chose à connaître. Donc, je vais vous mettre tous les liens qu'il faut dans les crédits de ce podcast. Pour faire la transition, Maxime, je vais te poser la deuxième question bateau de l'émission. Travailler à Walt Disney World, ça a été une évidence, ça a toujours été un rêve pour toi dès que tu as compris que c'était un endroit très safe et très où tu te sentais heureux. C'était un rêve pour toi d'y travailler? Oui, vraiment. Ça a pris du temps avant que ce rêve-là arrive. Sur le coup, c'était vraiment... le Walt Disney World, c'était un endroit où est-ce que j'aimais bien m'y rendre. Puis, en tant que Canadien, je savais... c'est ça m'a pris du temps avant de savoir vraiment à quel point c'est réaliste de travailler aux États-Unis, d'avoir les autorisations de travail nécessaires, parce que c'est assez compliqué. Mais Disney a mis sur pied certains programmes pour, l'international, donc pour différents pays à travers le monde, incluant le Canada. Donc, il y a différentes opportunités à ce moment-là qui s'offrent
aux Canadiens. Puis là, je parle de Canadiens parce que c'est mon cas, mais en fait, il y a vraiment des programmes là, pour plusieurs pays du monde. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment en creusant un peu plus la question, en me disant, bon, c'est quoi les... Je me permettais pas de rêver trop au départ parce que je savais pas à quel point c'était réaliste. Mais lorsque j'ai su... en fait, que c'était possible, qu'il y avait des programmes qui existaient, puis que finalement, moindrement que j'entame des démarches, je pourrais espérer y travailler. Ben c'est sûr que là, le rêve s'est enflammé, s'est développé, puis je voulais de plus en plus devenir cast member. Puis, ouais, en fait, ça s'est réalisé. Mais on va passer justement donc à la partie de ton expérience cast member. Tu as eu l'occasion d'y travailler à plusieurs reprises à Walt Disney World. Je sais que tu y as travaillé avant Covid et qu'il y a eu d'autres choses qui se sont reportées justement à cause de ce Covid et que tu y as travaillé après. Mais tes différentes périodes, combien de fois tu y as travaillé? Quelles sont les périodes pendant lesquelles tu as travaillé à Walt Disney World? Donc, j'y ai travaillé 3 fois. J'ai eu 2 premiers programmes, un en 2018, un en 2019. Ces 2 programmes-là, c'est pendant l'été, donc du mois de mai jusqu'au mois d'août, début août, que finalement ça a eu lieu. C'est des programmes qui étaient dédiés aux étudiants universitaires. Donc, moindrement qu'on était aux études, on pouvait participer à ce programme-là. Disney faisait les démarches pour nous pour obtenir les autorisations de travail. Puis, évidemment, il y a tout un processus d'entrevue là, préalable à ça, mais c'est ça, c'est vraiment un programme dédié aux étudiants. Puis sinon, j'ai eu une autre opportunité après la pandémie qui, en fait, était de travailler pendant 1 an du côté de Epcot pour représenter le Canada, donc dans le pavillon canadien. Donc, le processus était assez similaire. Par contre, c'est un tout autre visa, c'est une toute autre autorisation de travail. Donc, d'où la formule est différente. Au lieu que ça dure juste un été, ça dure 1 an. C'est vraiment basé, tu sais, ces programmes-là, la durée déterminée, c'est vraiment basé sur les autorisations et les visas émis par le gouvernement américain. D'accord. Et comment justement tu as fait pour postuler, par exemple, que ce soit la partie où tu es rentré pour le programme ou après Covid où tu as été pour représenter justement ton pays, on va dire, à Epcot. Comment est-ce que ça se passe pour postuler? Quelles sont les démarches à faire? Si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait... je sais qu'il faut être natif du pays pour pouvoir aller travailler dans les différents pavillons. Donc si jamais il y a des Français qui nous écoutent, ils peuvent aller travailler au programme là à Epcot. Mais comment ça se passe pour postuler? En fait, tout se passe en ligne. Donc, mais ça peut avoir changé avec le temps, là, c'est sûr. Là, je vais vous parler avec mon expérience. Disons, on va y aller en fait programme par programme, mais lors de mon tout premier programme, lorsque j'ai appliqué pour la première fois, donc le processus est principalement en ligne. Donc, pour envoyer notre CV, lettre de présentation, etc. Puis, étant donné que le Canada est proche et vraiment collé sur les États-Unis, dans le cadre d'une première entrevue, d'un premier contact avec la compagnie, Disney s'est déplacé, est venu à Montréal pour faire une entrevue en personne, présenter un peu la destination, présenter le programme en question d'été pour les étudiants. Puis, il y a eu un processus d'entrevue qui a eu lieu à ce moment-là. Puis, après ça, en fait, les démarches sont assez simples quand on pense à ça. C'est vraiment juste envoyer nos documents préalables. Disney y analyse toutes les candidatures, nous invite en entrevue. Ensuite, une autre période d'analyse qui est quand même assez longue. Ça a pris quasiment 3 mois avant de recevoir une réponse. Mais ensuite, je savais que quelques mois après, je partais pour y travailler l'été. Dans le cadre de mon deuxième programme, donc c'était exactement le même type de programme pendant l'été en tant qu'étudiant, mais puisque j'avais déjà participé à un programme, à ce moment-là, c'était une entrevue
ben, par téléphone donc ou en ligne. Donc, il y avait pas besoin de refaire une entrevue en personne. On dirait qu'il savait avec qui il avait affaire. Il savait qui j'étais. Donc, c'était juste finalement une entrevue de formalité pour s'assurer que si j'ai des questions par rapport au programme qui s'en vient ou peu importe, là, si juste une mise à jour de... C'est ça, vraiment une entrevue formelle pour dire qu'elle est faite. Puis, dans le cadre de mon dernier programme, à ce moment-là, c'est sûr, on était en contexte de pandémie lorsque j'ai appliqué, mais 100% se faisant en ligne. Même si en théorie, pour ce programme-là, il aurait fallu que j'aille une autre entrevue en personne. Mais là, ça s'est fait vraiment complètement en ligne. Et je pense pas dire de bêtises, mais je crois que c'est encore le cas que tout est virtuel maintenant, étant donné la pandémie. Finalement, ils ont développé une nouvelle habitude, des nouvelles façons de faire, puis ils font plus déplacer les gens, ou Disney ne se déplace plus pour venir au pays là, pour faire les entrevues. Donc tout ça, c'est vraiment c'est sur le site web de Disney que vous pouvez appliquer, là, disneycareers.com, tout simplement. Il y a un onglet pour les programmes. Vous cliquez là-dessus, puis il va y avoir les différents programmes qui vont être expliqués. Puis le processus d'application, vous allez voir, il va y avoir un lien avec tous les différents programmes offerts pour les différents pays. C'est séparé par pays. Donc, si vous venez de la France, bien, assurez-vous de déposer votre candidature dans le programme pour la France. Versus si vous venez du Canada, bien, prenez cette boîte de dépôt-là. Donc, c'est le seul élément. Mais après ça, ils ont leur propre portail virtuel qui permettent de gérer la candidature et le processus d'entrevue et tout ça. Donc, c'est quand même assez simple. Et avec les recruteurs, lors de tes interviews, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'ils te posent comme type de questions? Est-ce que ça aide d'être fan Disney? Est-ce que tu le mets en avant ou est-ce qu'il vaut mieux le mettre un petit peu en retrait? Comment ça se passe un petit peu avec eux au niveau de cette interview? Moi, je dirais que c'est un bon dosage qu'il faut faire, dans le sens que oui, il faut montrer qu'on est passionné, mais démontrer qu'on est trop passionné et que finalement, on ne parle que de cet aspect-là sans forcément montrer nos aptitudes au travail, notre sérieux dans l'emploi qu'on va avoir, mais c'est sûr que on perd des points. Donc, tu sais, pour Disney, la courtoisie, c'est vraiment important. Le service à la clientèle, c'est une de leurs clés. La sécurité, c'est la plus importante de tous. Donc, si vous pouvez démontrer que vous êtes capable de travailler dans un milieu de travail et rester sécuritaire, c'est sûr qu'à ce moment-là, vous gagnez des points. Donc, dans le cadre de la toute première entrevue que j'avais eue, c'était... je dirais que c'est à 50%, ils posaient des questions dans le but de connaître c'était quoi ma passion par rapport à Disney, puis l'autre 50%, c'était un peu mes expériences de travail en général. Puis, mais dans le cadre de ma deuxième entrevue, étant donné que j'avais déjà travaillé au Walt Disney World avant, ils voulaient savoir comment est-ce que je peux faire mieux cette fois-ci. Dans le sens que on m'avait donné une mise en situation, disons qu'il y a une telle problématique avec un visiteur, comment je peux faire pour y remédier. Donc, le but, c'est vraiment de trouver la façon... Se mettre en situation, ouais. Ouais, exact. Donc, c'est vraiment finalement de leur présenter qu'on connaît la méthode que Disney privilégie, comment Disney souhaite qu'on réponde à la clientèle, aux guests. Donc, et puis, comment est-ce qu'on met la sécurité de l'avant devant tout ça. Donc, une question que je me souviens qu'on m'avait posée à ma deuxième entrevue, c'était... lors de mon premier programme, quels ont été les éléments, les enjeux de sécurité auxquels j'ai fait face et comment j'y ai remédié. Donc, c'est ça. Je vais vous dire, si vous pouvez mettre la sécurité de l'avant, comme quoi que vous êtes responsable et vous faites attention à votre sécurité personnelle, mais à la sécurité des visiteurs et de vos collègues cast members, ben à ce moment-là, c'est sûr que Disney vont vous adorer. Tu as répondu à une partie de la question suivante, donc c'était sur les qualités personnelles et professionnelles qui sont demandées à un cast member. Bien évidemment, je suppose que malgré que tu travailles au pavillon canadien,
ils te demandent quand même un minimum de pratique de la langue anglaise. Oui, exact. En fait, dans les deux cas, dans les deux types de programmes que j'ai participé, avoir un anglais fonctionnel est de mise. Donc, vous n'avez pas besoin d'être parfaitement bilingue. Le contexte de ces programmes-là, c'est vraiment de créer une diversité culturelle au Walt Disney World. Il y a des visiteurs de partout à travers le monde à Walt Disney World et il y a des cast members de partout à travers le monde au Walt Disney World. Donc, on est vraiment dans une mixité. Puis, il y a personne qui parle parfaitement anglais. En tout cas, c'est une minorité de gens qui parlent parfaitement anglais aux États-Unis. Donc, pas aux États-Unis, pardon, au Walt Disney World. Donc, ça fait en sorte que c'est pas nécessaire d'être parfaitement bilingue. Enlevez-vous cette pression-là. Moi, j'avais une pression par rapport à ça. J'étais assez stressé lors de mes entrevues pour savoir est-ce qu'ils vont juger, évaluer mon niveau d'anglais. Mais finalement, j'ai amélioré grandement mon anglais avec ces expériences-là. Maintenant, je me considère bien bilingue, pas encore parfaitement bilingue. Là. J'en ai toujours à apprendre. Mais grâce à tes expériences à Disney? Oui, en fait, c'est la confiance et en fait, la confiance exacte. Lorsque je parle anglais, avant, j'étais assez timide quand je parlais en anglais. Puis, le fait d'être exposé à tous les jours à des visiteurs anglophones, ça m'a un peu dégêné à ce niveau-là, mais aussi en y travaillant, et comme je disais, j'avais des collègues cast members qui venaient de partout à travers le monde, puis il y avait des visiteurs qui venaient de partout à travers le monde. Donc, il y a tout plein d'accents qui se mélangeaient. Puis, je me suis dit, moi, j'ai mon accent, puis c'est pas un problème. Je peux... au départ, je me sentais intimidé que j'avais un accent francophone lorsque je parlais, mais finalement, j'ai comme appris à accepter mon accent. Puis, c'est vraiment une confiance que je suis allé chercher. Donc, ça m'a fait... par le même coup, développer un peu plus mon anglais parce que j'étais moins gêné à le parler, puis j'osais un peu plus essayer différentes expressions ou d'aller même poser des questions, d'assumer que je faisais des erreurs, puis je demandais à mes collègues ou même à des visiteurs, je disais « Ah, OK, comment est-ce que vous dites telle phrase, comment, c'est ça, on essayait... ça a été des belles opportunités pour développer mon anglais, là, ça c'est certain. Hein. Comment ça se passe concrètement quand tu arrives le premier jour à Walt Disney World? Comment tu es pris en charge, la formation que tu as, etc. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe? Parce que, en tant que fan de Disney, on fantasme tellement cette histoire d'être cast member et d'arriver dans la famille des Disney Parks. Comment ça se passe concrètement? Dans le cadre des différents programmes que j'ai eus, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un appartement qui nous est fourni par Disney. Évidemment, on le paye. Là. Quand je dis fourni, c'est pas donné, mais c'est déduit de notre paye. Mais donc, on arrive à ce complexe d'appartements-là. Puis, on va, en fait, rapidement nous introduire dans une communauté d'autres fans de Disney, tous nouveaux cast members ou d'autres qui ça fait quelque temps qui ont débuté leur programme. Mais on est tous là de façon temporaire. Donc, c'est tous des gens qui participent à des programmes de durée variable, là, de 2 mois à un peu plus d'1 an. Donc, il y a différents programmes à différentes longueurs. Donc, on rentre rapidement en immersion à cet endroit-là. On rencontre plein de nouvelles personnes. Puis, donc, on a 1 à 2 journées pour vraiment s'installer, rencontrer nos voisins, découvrir le complexe d'appartements où est-ce qu'on va habiter. Puis, par la suite, on va déjà avoir des premières formations, mais ça va être des formations un peu... ça sera pas par rapport à l'emploi directement qu'on va avoir, mais c'est vraiment par rapport à l'idéologie de Disney ou les valeurs de l'entreprise, apprendre un peu l'histoire également. Donc, il y a Traditions, qui est la toute première formation
qu'on reçoit. Donc, je crois qu'il y a un équivalent du côté de Disneyland Paris. Probablement que c'est le même nom. Oui. Bon, parfait. L'université Disney, ou ça porte un nom comme ça. Oui, exact. Donc, du côté de la Floride, c'est la Disney University, mais... Ben voilà. c'est ça. Puis, donc, on va avoir un premier cours là qui est vraiment dans le but juste de présenter la compagnie dans son ensemble. La journée suivante, on va avoir une autre formation qui va être un peu plus orientée vers, en fait, le travail qu'on va avoir. Donc, lors de mes premiers programmes, je travaillais en restauration rapide. Donc, c'était un cours plus... une formation plus orientée sur les opérations, comment les opérations fonctionnent au Walt Disney World. Donc, c'est là qu'on apprend beaucoup par rapport à la sécurité, mais par rapport, avec un accent un peu plus sur la sécurité alimentaire, étant donné que je travaille dans les restaurants, ou sinon des opérations de nettoyage pour garder notre environnement de travail propre. Donc, c'est ça va être un peu plus spécifique, mais sans concrètement être encore sur notre lieu de travail. C'est vraiment à partir de notre 3e journée de formation que là, on va être sur les lieux. Ça va être une journée assez tranquille parce que d'un endroit à l'autre, d'un restaurant à l'autre, c'est sûr ça peut changer, mais dans mon cas, lors de mes 2 premiers programmes, là, cette journée de formation-là sur place, la toute première, c'était... on faisait un tour du parc, puis on apprenait en fait, on apprenait à s'orienter au travers le parc pour renseigner les visiteurs à propos des différents éléments. Donc, lors de mon premier programme, je travaillais du côté de Disney's Hollywood Studios. J'étais en outdoor vending, donc c'est tous les kiosques de nourriture, tous les kiosques avec qui offrent des collations comme les Mickey's Ice Cream Bar, les Mickey's Ice Cream Sandwich, du popcorn, etc. Donc, ces kiosques-là sont répartis un peu partout à travers le parc. Donc, peu importe où est-ce que j'étais situé, il fallait que je sois en mesure d'indiquer aux visiteurs sont où, par exemple, les toilettes les plus proches, où se retrouve telle ou telle attraction. Donc, c'est vraiment une première journée de formation pour s'orienter, pour comprendre la dynamique spatiale du parc, pour nous facilement se déplacer, mais également aider les visiteurs. Puis après ça, concrètement, le travail qu'on allait effectuer pendant le programme, c'est lors de notre 4e journée de formation qu'on était vraiment sur le terrain, en costume, en train de finalement apprendre les différentes tâches à effectuer là, dans le cadre de cet emploi-là. Puis c'est ça, comme je le disais, là, j'ai travaillé dans différents kiosques, donc là, c'était vraiment varié sur plusieurs journées pour savoir sur les différentes tâches, mais ouais, c'était un peu ça les premières étapes. À quel moment tu reçois ton name tag et quelle est la sensation ça doit être assez émouvant pour un fan Disney de recevoir ce sacro-saint name tag, non? Oui, mais vraiment. Puis d'ailleurs, ça m'étonne que j'en ai même pas parlé lors de ces premières étapes-là, parce que c'est quand même marquant. Donc, merci de me lancer sur la question. Je suis là pour ça. Mais oui, lors de Traditions, justement, à la fin de ce cours-là, c'est là que nos name tags sont remis. Puis, en fait, là, je veux pas révéler de punch à personne, mais il y a vraiment... Ils nous mettent... Ils développe vraiment notre sentiment d'appartenance à la compagnie Disney lors de ce cours-là. Puis, on a une visite surprise de Mickey à la fin qui arrive avec un gigantesque cadeau. Puis, en l'ouvrant, c'est tous nos name tags de toutes les personnes qui sont finalement dans la classe. C'est ça. Donc, c'est les name tags de tout le monde. Puis, on le reçoit, mais de voir pour la première fois son nom sur un name tag, de voir qu'il est écrit dessus Walt Disney World, puis de le tenir dans ses mains, c'est quelque chose. Puis après ça, nos instructeurs nous disent « Ah, allez-y, portez-le, c'est le vôtre, vous représentez la compagnie Disney. » C'est vraiment... Je suis même pas capable de décrire ce que j'ai ressenti la première fois que je l'ai porté. C'était une joie extrême, un rêve qui devient réalité. C'est vraiment difficile à décrire, mais vraiment que du positif. C'est ça, c'était un moment marquant dans ma vie. Je vais m'en souvenir pour le restant de mes jours, ça c'est certain. Hein.
Et quand tu reviens la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, est-ce qu'à chaque fois tu dois passer par cette formation tradition avec remise du name tag ou tu dois le faire qu'une seule fois? En fait, ça dépend, il y a combien de temps que c'est passé entre la fin de ta dernière période d'emploi avec Disney puis ta nouvelle. Donc, lors de mon deuxième programme, étant donné que ça faisait moins d'1 an, parce que j'avais terminé au mois d'août et j'étais revenu au mois de mai suivant, à ce moment-là, je refaisais pas Traditions. On me donnait tout de même un nouveau name tag, mais je ne repassais pas par finalement cette formation générale. Donc, c'était beaucoup plus spécifique par rapport au parc où est-ce que je me retrouvais. Mais ensuite, lors de mon troisième programme, étant donné que ça faisait quasiment 2 ans que j'y avais pas travaillé, bien là j'ai eu accès à cette formation-là encore une fois, qui est vraiment une pure partie de plaisir. Donc la refaire, c'est toujours un plaisir. Puis même si bon les punchs, je les connaissais maintenant, puis mais ça demeure que c'est une belle expérience. Puis c'est aussi tout le temps une belle expérience pour rencontrer plein de gens qui vont travailler soit dans le même parc que nous ou dans différents parcs, mais après ça, lors de mon programme, j'ai croisé à certains moments, lorsque je visitais les parcs dans mon temps libre, je croisais des cast members que je me suis rappelé, oui, je les ai vus à Traditions. Donc là, on commence à discuter finalement de « OK, tu travailles là, t'aimes l'endroit où est-ce que tu travailles, oui, les visiteurs, tu sais, donc on a tout le temps, tu sais, entre cast members, on se développe des liens assez facilement, puis puis c'est ça, même si finalement on s'est on était dans la même classe, dans la même salle de formation pendant 3 heures, ben après ça 4 mois plus tard, on peut se croiser, on va se reconnaître, puis c'est comme si on était des grands amis, donc non, c'est des belles opportunités. La grande famille. Exact. J'aimerais revenir sur le logement, parce que j'ai oublié de poser une petite question. Les logements des cast members sont situés où exactement sur tout le resort? Ils sont situés à différents endroits ou c'est vraiment tout centralisé à un seul? Donc, ça l'a changé. Maintenant, c'est rendu tout centralisé à un seul endroit. Donc, ça se retrouve à l'ouest de la propriété. Au nord-ouest de Animal Kingdom. Donc, si vous savez un peu où se retrouve le parc Animal Kingdom par rapport à la propriété de Disney, donc on est vraiment en bordure de la propriété. En théorie, on est sur les terrains de Disney, mais l'autre bord de la rue, ce n'est plus les terrains de Disney. Donc, pour vous donner une idée, là, donc on est vraiment en bordure. C'était quoi la question, là? Est-ce que j'y ai répondu? C'était où? Oui, non, t'inquiète, les logements, et j'avais d'autres questions qui allaient venir, donc t'as répondu sur où se trouvaient géographiquement sur le resort les logements. Pour rappel, pour faire une petite comparaison avec la France, Disneyland Paris, c'est plus ou moins 15 000 cast members, il me semble, de mémoire. Ici, pour faire l'émission, je me suis renseigné, j'ai été voir un petit peu sur certains sites. C'est 55 000 cast members en Floride pour Disney World, à savoir qu'évidemment, ils ne logent pas tous sur place, parce qu'il y a aussi des gens qui vivent non loin du resort. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une petite fourchette, c'est presque 4 fois plus que chez nous en Europe. Tu disais que c'était débité, c'était soustrait de ton salaire, les logements. J'ai une double question. Le logement, t'étais vraiment seul dans ton appartement ou alors t'étais en colocation? Et si c'est pas trop indiscret, sinon tu as le droit de mettre un joker, combien il vous décompte de votre salaire pour ce logement? En fait, il y a différents types d'appartements disponibles, puis on peut partager nos préférences par rapport à si on préfère avoir notre propre chambre. En fait, dans tous les cas, les appartements sont partagés. Donc, on ne sera pas tout seul dans notre appartement, mais il peut y avoir des appartements où est-ce qu'on va être 4 personnes, 4 chambres, 2 salles de bain. Où il va y avoir 4 personnes, 4 chambres, 4 salles de bain. Où il va y avoir 4 personnes, 2 chambres, 2 salles de bain. Donc, quand il y a 2 chambres, évidemment, on partage notre chambre avec quelqu'un d'autre. Donc, on a
peut-être un peu moins d'intimité à ce moment-là. De mon côté, j'avais un appartement. En fait, j'ai changé en cours de route, mais pour mon dernier programme, là, que j'étais là pendant 1 an. Donc, j'étais un peu plus confortable à avoir ma propre chambre, mais ça me dérangeait pas de partager une salle de bain. Donc, j'avais comme l'appartement du milieu, celle qui est finalement c'est pas la plus chère, mais pas la moins chère non plus. Là, c'est vraiment le moyen. Puis le prix, je m'en souviens plus trop. C'est assez dispendieux, ok? On se le cachera pas. C'est des nouveaux appartements. Sont très bien faits. L'environnement, il y a aussi tout un jardin qui est travaillé entre les différents bâtiments. On a le transport en commun, les autobus qui sont fournis pour se rendre vers nos lieux de travail, vers les parcs, non seulement pour y travailler, mais aussi pour finalement visiter lors de nos journées de congé. Donc, considérant que tous ces services-là qui sont inclus, ainsi que plusieurs activités, fêtes, conférences qui nous est proposées là, avec notre programme, c'est sûr que ça fait augmenter le prix du loyer. J'essaie vraiment de me souvenir, mais vite fait, je dirais environ 120$ US par semaine. Donc, c'est quand même dispendieux. Considérant qu'on est 4 dans l'appartement, rapidement, ça fait augmenter le prix. Là. Donc, c'est aussi un business, on va dire. Ouais, exact. Et quand tu es dans ces quartiers, dans ces résidences pour cast members, tu ressens aussi la patte. Évidemment, il n'y a pas des Mickey partout et des décorations de folie comme dans certains hôtels, mais tu ressens la patte Disney ou alors c'est plus froid que dans le restant du resort ou Mais je dirais pas froid, dans le sens que ça sera pas tapissé de Mickey ou de thématiques, d'éléments thématiques. Donc, on va être vraiment dans un bel aménagement, mais sans thématique. Mais c'est vraiment très beau, très propre. Il y avait une équipe d'horticulture qui était là presque à tous les jours. Je dirais 5 jours par semaine, je les voyais qui prenaient soin de l'aménagement. Donc, l'endroit est vraiment ultra propre. Donc, c'était comparable à ce qu'on peut retrouver dans les parcs ou dans les hôtels Disney, mais sans la touche des personnages ou la touche des thématiques. Mais non, c'est quand même... Et au niveau... oui, vas-y. Vas-y, excuse-moi. Au niveau des commodités, qu'est-ce que vous aviez dans votre espèce de petit resort cast member? Il y a des lavoirs, il y a des piscines, vous savez aller des salles de sport ou il n'y a pas tout ça en fait? En fait, oui, tout ça est inclus. Okay. C'est ça, donc c'est inclus avec le loyer aussi. Donc, des fois, dans certains complexes, il pourrait y avoir un prix supplémentaire pour les salles de sport, mais en fait, pour les résidences pour cast members, c'est inclus avec le loyer. Sinon, plusieurs piscines. En tout, il y en avait 4. Parce que c'est comme séparé en 2 sections, puis dans chacune des sections, il y avait 2 piscines. Donc, ça fait quand même une bonne superficie avec des différents terrains ou de différents sports disponibles également. Grand espace aussi de gazon synthétique pour... des fois, ils organisaient certaines fêtes, ou certains événements. Il va y avoir, par exemple, une fois par mois environ, il va y avoir même des rencontres avec personnages qui vont avoir lieu pendant une soirée. Donc, souvent, c'est des personnages rares, donc qu'on retrouve moins dans les parcs. Donc, toutes sortes d'événements qui sont créés aussi. Plusieurs coins repas, barbecue à l'extérieur pour se rassembler entre amis, profiter de l'extérieur, pas tout le temps être dans nos appartements. Donc, moi, essentiellement, c'est ça. Sinon, oui, en fait, parce que ces résidences-là sont aussi utiles pour, en fait, les cast members du college program, donc les résidents des États-Unis. Ils peuvent, lors de leurs études, en fait, concilier travail au Walt Disney World et leurs études. Mais dans les résidences pour cast members, il y a beaucoup de locaux pour finalement soit travail en groupe, travail en équipe ou des salles d'études. Donc, c'est ça, ils ont vraiment créé
un endroit intéressant pour vivre, étudier et même travailler, parce que dans mon cas, je continuais d'être conseiller voyage tout en étant cast member, donc ça m'a permis d'avoir des endroits sympathiques où apporter mon ordinateur puis travailler pour pas tout le temps être finalement enfermé chez moi ou c'est ça. Donc lorsque je faisais mon rôle de conseiller voyage, donc oui, vraiment des belles installations qui sont proposées. Comment s'est passé ton premier jour? Et donc tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as été t'as travaillé dans la restauration rapide et dans les petits box là qu'il y a. Ça s'est passé comment? Tu arrives le premier jour, tu vas prendre possession de tes vêtements, il y a quelqu'un qui te forme, qui t'accompagne les premières journées ou... Oui, exact. En fait, la première journée, on nous donne beaucoup d'informations, mais en même temps, on dirait qu'il pourrait nous en donner plus. Donc, on arrive là, on arrive en backstage, l'entrée backstage finalement pour les cast members, puis il va y avoir quelqu'un qui va nous attendre, mais on connaît rien de la suite. Donc, c'est vraiment, on va rencontrer cette personne-là en premier, qui va nous suivre là pour la journée, puis on va, en fait, ouais, c'est différent d'une fois à l'autre, donc je vais pas trop généraliser, je vais juste y aller avec les idées, les grandes idées. Donc oui, en fait, on va chercher notre costume assez rapidement dans le processus, qui souvent se fait dans cette entrée-là là, pour les cast members. Étant donné qu'on est dans un immense entrepôt avec plein de costumes, retrouver les bonnes pièces de vêtements, donc c'est pour ça qu'il nous faut quelqu'un là, qui vient avec nous, parce que les premières fois, là, ça peut être on peut se perdre là, dans ces entrepôts-là. Mais une fois là, qu'on est familier avec tout ça, là, ça se fait super bien. Donc on se change, on est en costume, on est prêt à aller on stage. Dans mon cas, on avait fait un petit tour du parc là avec mon trainer, puis c'est ça. Et étant donné parce que ma localisation était particulière, étant donné que c'est dans plein de kiosques répartis au travers le parc, donc c'est pour ça qu'on a fait un plus grand tour d'horizon du parc. De façon générale, je pense qu'on irait directement au restaurant en question, si on travaille dans un seul grand restaurant, ou si on travaille dans une boutique, on irait directement à cet endroit-là. Dans mon cas, c'était beaucoup plus une promenade, une balade au travers le parc, donc c'était fort agréable. Puis après ça, on fait aussi une visite backstage pour savoir les différents lieux, comment ça fonctionne, juste un regard d'horizon de tout ça. On va être beaucoup en observateur la première journée. On mettra pas vraiment la main à la pâte, un peu, mais ça va être, c'est surtout, c'est un rôle d'observateur qu'on a. C'est vraiment à partir d'une deuxième journée sur place, où est-ce que là, il nous donne un peu plus d'autonomie, dans le sens que tu sais où aller chercher ton costume, tu sais comment t'orienter dans le backstage maintenant. Donc, à la journée 2, on t'attend à ton lieu de travail qui finalement va être plus loin en backstage, là, selon où est-ce qu'on travaille. Donc c'est ça. Parce que les parcs sont immenses, mais le backstage est également immense. Donc, mais c'est bien on va en parler. Qu'ils fassent ce tour-là avec nous au départ. Là. Ça permet juste d'être un peu plus en confiance, parce que ils ont bien beau nous donner beaucoup de documents, d'informations. Être là pour la première fois, c'est quand même intimidant. Donc, d'être accompagné, c'est toujours bien. Tu as fait plusieurs postes à Walt Disney World. Sur ta dernière, la dernière fois où tu as travaillé, donc c'était pendant un an et demi, c'est ça? Oui, exact, pendant un an. Voilà. Qu'est-ce que tu as occupé quoi comme poste à Walt Disney World pendant cette année? En fait, j'étais représentant culturel. Donc, c'est un programme pour vraiment représenter notre pays. Donc, dans mon cas, j'étais au pavillon canadien. Le Canada. À Epcot. Puis, plus spécifiquement, j'étais dans la boutique. Donc, il y a une boutique dans le pavillon. J'étais là. Sinon, on avait aussi un petit kiosque de marchandises à l'extérieur. Donc, j'avais une certaine rotation entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qui était particulier avec notre boutique, c'est qu'on avait également un bar. Donc, j'opérais également le bar. Donc, il y avait quand même une belle diversité de tâches. Donc, oui, des fois, je manipulais plus des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, mais
Donc, ça me rappelait un peu mes expériences dans la restauration rapide, mais j'aimais bien de faire changement des fois, puis d'aller opérer une caisse plus traditionnelle, puis, c'est ça, et dans mon rôle de marchandise. Mais sinon, ce rôle-là était beaucoup plus axé sur les interactions avec les visiteurs et vraiment de partager ma culture. C'est ce que j'ai adoré avec ce programme-là, contrairement aux autres. C'est que pour les autres programmes, j'étais là pour être commis à la restauration rapide, par exemple. Mais dans mon dernier programme, l'emphase était surtout mise d'aller discuter avec les visiteurs pour vraiment leur faire découvrir le Canada, ma culture, qu'est-ce qu'on y retrouve, démystifier les mythes. Puis, ouais, exact. Donc, non, c'était vraiment une belle... expérience. Ouais, une belle expérience, exact. Au niveau des horaires et des plannings, ça se passe comment à Walt Disney World? Tu les as quelques jours avant ou quelles sont les amplitudes aussi, les amplitudes horaires, les jours de repos surtout que le système de travail américain est complètement différent de, je ne sais pas par rapport au Québec, mais par rapport au système européen. Comment ça se passe au niveau de tes horaires et des plannings de travail? En fait, on recevait notre horaire environ une semaine avant. Donc, à chaque jeudi, on recevait notre horaire de la semaine suivante. C'est ça. Donc, essentiellement, on était là à temps plein. Donc, on parle d'un 40 heures de travail. À certains moments, en période plus achalandée, comme pendant le temps des fêtes ou en période de journée d'indépendance aux États-Unis, donc dans le coin du 4 juillet, on était en overtime, donc on pouvait s'approcher de 50 heures ou plus par semaine, ce qui fait quand même des bonnes journées. J'ai eu... ce qui était particulier, c'était que des fois, j'avais des journées que je pouvais travailler 13 ou 14 heures dans ma journée, ce qui est quand même beaucoup. Puis, j'ouvrais et je fermais le parc. Et il y a d'autres journées où est-ce que j'avais un simple chiffre de 4 ou 5 heures, parfois 6 heures, mais donc, c'est pas constant. Ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est que ça sera jamais régulier. Donc, on peut pas se fier à l'avance comme quoi que, habituellement, par exemple, les lundis, je finis de travailler plus tôt. Ça n'existe pas du côté du Walt Disney World, ou en tout cas, dans mon cas, ça n'est jamais arrivé où est-ce que j'avais un horaire régulier. La seule chose qui est garantie du côté des programmes à Epcot pour représenter notre pays pendant un an, c'est qu'on est considéré temps plein aux yeux de Disney, aux yeux de la compagnie. Donc, on a une journée par semaine de congé qui est garantie. Puis on a une deuxième journée qu'on sélectionne, qui nous est donnée la plupart du temps. En fait, dans mon cas, ça a été littéralement à chaque semaine, j'avais mes 2 journées de congé garanties, mais dans cette deuxième journée-là, présélectionnée à l'avance, ça se peut qu'on nous fasse travailler. Donc, on a une certaine forme de... Tu sais, j'avais 2 journées par semaine où est-ce que je savais que je pouvais prévoir des activités avec des amis ou si ma famille venait me visiter, je pouvais leur garantir, ces journées-là, on en profite pour aller visiter les parcs. Mais lorsque je faisais mes programmes d'été, à ce moment-là, il n'y avait aucun horaire qui était le même à chaque semaine. C'était complètement différent. Donc, des fois, j'ouvrais, des fois, je fermais. Des fois, j'étais là au milieu de la journée. C'est vraiment... Puis le nombre d'heures changeait aussi d'une semaine à l'autre. Donc, il faut vraiment être flexible et versatile, je dirais, pour travailler au Walt Disney World. Je ne sais pas comment ça se passe du côté de Paris ou des autres parcs à travers le monde, mais du côté de Walt Disney World, les horaires ne sont pas constants, pas du tout. Je pense que c'est comme ça aussi par chez nous. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs et auditrices qui doivent se poser la même question que celle que je vais te poser maintenant. Comment ça se passe une journée type d'un cast member à Walt Disney World? Est-ce qu'il y a des briefings avant? Est-ce qu'il y a des débriefings après? Est-ce qu'on vous motive à réaliser certains chiffres, est-ce qu'on vous rappelle plusieurs fois dans la journée ou avant le début de la journée les qualités qu'il faut pour être un bon cast member Disney? Comment ça se passe du matin au soir, une journée type?
Pardon, ça va en fait différer d'une localisation à une autre, donc d'une boutique à une autre ou d'un restaurant à un autre. C'est dépendamment de l'équipe de leadership. Les briefings vont être différents. Donc, des fois, il y en a qui vont en faire un peu plus en matinée, d'autres, ça va être plus en soirée. Il y en a qui vont le faire aux 2 moments dans la journée. Il y en a des fois que pendant la journée, ils vont finalement faire une petite réunion improvisée. Donc, c'est vraiment différent d'un endroit à l'autre. Dans mon cas, lors de mon dernier programme, c'était surtout en soirée. Le matin, c'est rare qu'on voyait nos leaders, nos managers. C'était quand même assez rare. Puis même, je vais vous dire, pendant la journée au complet, c'était rare qu'on les voyait. En soirée, étant donné que du côté d'Epcot, il y en a beaucoup qui s'amusent à faire le tour des pays, essayer une boisson alcoolisée dans chaque pays. Il pouvait y avoir des situations parfois un peu plus problématiques. Donc, en soirée, les managers étaient là plus régulièrement. Donc, souvent, ils en profitaient à la fermeture du parc de remercier l'équipe, féliciter l'équipe pour la soirée qu'on avait eue, puis ça, faire le point sur la journée, discuter un peu de si nous, on a eu des belles expériences, des beaux échanges avec certains guests qu'on veut partager avec l'équipe. C'est ça, donc il y avait plusieurs briefings comme ça. Il essayait à l'occasion d'instaurer certains objectifs de chiffres, ça serait bien si on pourrait vendre pour X milliers de dollars dans la journée. Par contre, il n'y avait pas une rigueur là-dessus. C'est vraiment des suggestions, mais étant donné que notre rôle, c'est vraiment plus de partager notre culture, il mettait pas l'accent sur vendre à tout prix. Mais parfois, à certains moments de l'année, je sentais qu'ils poussaient un peu plus. Quand on arrive à la fin du trimestre, ou est-ce qu'ils ont des chiffres à rendre à leurs supérieurs, des fois, ils nous suggéraient ou ils proposaient certaines activités ou sinon, ils pouvaient nous offrir un dîner pizza si on vendait pour X milliers de dollars dans la journée ou des éléments comme ça. Mais sinon, de façon générale, c'était pas... ils nous forçaient pas sur la vente, là. Donc, ça, c'est un point positif parce que j'allais pas là pour être vendeur de vêtements ou d'articles canadiens. En plus de ton salaire, en tant que cast member, vous aviez des avantages sur les entrées des parcs, sur des voyages dans d'autres parcs, qu'est-ce que vous aviez comme avantage en plus au niveau Disney, je parle, au niveau du resort. Vous aviez le droit à quoi, en fait, exactement? En fait, en étant cast member, on a notre entrée dans tous les parcs qui est finalement incluse, gratuite. Il y a certaines journées block-out, donc lors de certains événements, certaines journées spéciales, on n'avait pas accès au parc, ou sinon certains parcs étaient bloqués, puis les autres, on y avait accès. Les parcs aquatiques également sont inclus là-dedans. Donc, c'est ça, les entrées limitées. On avait des rabais sur la marchandise, sur certains restaurants. Également, si on voulait essayer certains hôtels, parce que même si on y travaille là, des fois, si on a le rêve de dire « j'aimerais ça séjourner au Polynesian Village Resort », mais en temps normal, c'est quand même dispendieux cet hôtel-là. C'est un hôtel de luxe près du Magic Kingdom, donc ce n'est pas donné. Mais lorsqu'on a un rabais de 50 ou 75%, on se dit on va peut-être essayer une nuit, même si on travaille à côté. Lors d'une journée de congé, on peut se permettre là, d'essayer certains hôtels comme ça, vraiment profiter au maximum de la piscine et les différents services de l'hôtel. Essentiellement, c'est ce qu'on avait comme rabais ou éléments là, dans les parcs. Ça ressemble à ça. Sinon, il y avait d'autres destinations aussi là, qui nous est proposé des rabais pour la Disney Cruise Line, par exemple, ou pour des hôtels à Disneyland en Californie, si on voulait se permettre certaines vacances. Est-ce qu'il y a des cast members qui ne sont pas fans du tout de Disney, qui sont là juste pour raisons alimentaires, pour gagner leur vie et avoir un salaire? Est-ce que ça existe, ça? Ou alors, à la base,
la plupart des cast members sont là parce qu'ils sont aussi fans de Disney? Dans le cadre des programmes, je ne pense pas qu'il y en a qui sont là que pour travailler puis finalement payer son épicerie. Non, j'en ai pas rencontré. Ceux qui sont là temps plein, qui habitent en Floride puis qui travaillent de façon régulière à temps plein, Walt Disney World, il y en a qui sont un peu blasés de la vie ou blasés de leur emploi, peut-être. Oui, il y en a qui ont ce travail-là parce qu'ils ont ce travail-là. Mais la plupart des cast members qui participent aux différents programmes, la grande majorité sont fans de Disney. Mais il y en a quand même quelques-uns qui m'ont surpris de pourquoi est-ce qu'ils faisaient le programme. Ils étaient plus là avec un objectif de s'inspirer des leaders dans le service à la clientèle pour après ça appliquer ça dans leur domaine d'études, de travail, revenir avec une expérience. Donc il y en a qui c'était pas forcément pour le côté fan de Disney, fan des destinations, fan des parcs, mais c'était plus pour finalement l'expérience de travail puis la renommée de l'entreprise. Mais sinon, la grande majorité, c'est vraiment des fans de Disney, là. C'est pas trop étouffant d'être tout le temps dans l'univers Disney pour le travail, y loger, y consommer. Je pense que j'ai la réponse, hein. Moi je rêve de ça, mais entre ce qu'on rêve et la réalité après l'avoir pratiqué pendant 3-4 mois, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu en as marre, où tu es tellement passionné que tu kiffes chaque jour du début à la fin pendant toute ton année? Mais pour être réaliste, kiffer chaque jour, non. Il y avait certaines journées où est-ce que on peut être on peut être se sentir un peu moins bien, on est malade ou peu importe. Donc il y a certaines journées où est-ce que j'avais pas le goût d'aller travailler. Donc mais quand j'arrivais sur place, je trouvais quand même mon petit bonheur de parler avec plein de guests qui viennent à travers la planète. J'étais ami avec tous mes collègues, donc ça faisait du bien finalement de voir ces personnes-là. Donc essentiellement, oui, on vit, c'était vraiment une très belle expérience d'être plongé dans ma passion 24 heures sur 24. Mais pour être réaliste, il y a certaines journées où est-ce que c'est ça, c'était la passion était un peu moins là, mais rapidement, une journée ou deux après, on est replongé à 100% dans la magie, ultra stimulé. Mais c'est ça, parlant de stimulation justement, le Walt Disney World, à tous les parcs Disney, on est tout le temps exposé à plein de stimulations, que ce soit la musique, les couleurs, les personnages, il y a vraiment plein de choses qui se passent en même temps. Donc des fois, être trop stimulé, on peut avoir un petit breakdown, puis il faut juste prendre un moment de repos, de sortir un peu de cette bulle-là, pour après ça y revenir, puis continuer finalement à partager notre passion. Et les relations entre cast members, ça se passe bien? Tu as gardé des contacts ou tu lis vraiment des amitiés sur place? Je suppose qu'il y a aussi des couples cast members qui se rencontrent là-bas sur place. Comment ça se passe? Vous ressentez vraiment que vous êtes dans la famille Disney et tout est beau, tout est joli et ça se passe bien? Vous sortez ensemble? Ça me ramène à une autre question aussi. Comment se passe une journée repos d'un cast member? Je suppose qu'au début, tu profites pour faire tous les parcs. Enfin voilà, c'est plusieurs questions qui me viennent en tête. Mais les relations entre cast members me questionnent pas mal. Parce que à force on se côtoie sur le lieu de travail, mais alors en plus de ça, on se côtoie là sur la résidence où vous logez, etc. Je suppose que vous allez dans les parcs. Ça aussi, ça doit être aussi un côté un petit peu saoulant sur le long terme ou pas du tout? Au début, on est tous ultra amis, tout va super bien, on va dans les parcs ensemble. Comme dans toutes les communautés. Exactement.
Puis, arrive un certain temps où est-ce que finalement on développe plus d'affinité avec certaines personnes. Donc, il y a certains sous-groupes qui vont se former au sein du milieu de travail. Puis, des fois, on va moins parler à certaines personnes, on va parler plus avec d'autres personnes. Donc, après ça, l'humain demeure l'humain. Donc, des conflits, ça l'arrive. Des conflits qui durent plus longtemps, ça l'arrive aussi. Évidemment, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps ultra positif. J'essaie vraiment de m'éloigner le plus possible des situations conflictuelles, mais dans le sens qu'il faut faire face à une situation conflictuelle pour faire le point, puis après ça, on évolue, OK, on le fait. Mais quand on est dans excusez-moi l'expression anglaise, mais dans un pattern qui se répète puis qui est jamais... tu sais, finalement, c'est un peu des enfantillages. Ça l'arrive aussi, mais moi, je me tiens loin de ça. Donc tu sais, je peux pas dire que ma relation était amicale et parfaite avec tout le monde. Bon, je vais rester transparent par rapport à ça. Là, il y a certaines personnes que je côtoyais, que j'aimais moins, mais après ça, j'avais des super amitiés très fortes. On a gardé contact pour la plupart. Il y en a qui, avec la distance, parce que, tu sais, le Canada, c'est très grand. Donc oui, j'avais des collègues qui venaient de la Colombie-Britannique, mais c'est 6000 km plus loin d'où est-ce que j'habite. Donc, ça commence à être compliqué de se voir régulièrement. Mais j'ai plusieurs amis du Québec. Lors de mes différents programmes, je me suis développé plein d'amitiés de personnes qui viennent du Québec. Puis, on a gardé ces amitiés-là. On se voit sur une base régulière. Ça fait un certain temps même qu'on n'a pas, qu'on s'est pas vu. Donc, je vais être dû pour les relancer là, pour qu'on puisse faire une petite soirée entre fans de Disney et anciens collègues cast members. Donc, mais oui, c'est ça. Donc, je veux dire, c'est sûrement comme n'importe quel emploi, dans le sens que on est, il y a des relations qui sont plus fortes, des relations qui sont moins fortes, puis, mais c'est ça. Donc, c'est même s'il y a de la magie, cet aspect-là n'est pas magique, puis on peut avoir des périodes plus conflictuelles à certains moments, mais on essaie d'y remédier le plus possible. Au début, je suppose que tes jours de repos, tu en profites pour aller visiter le parc, mais vous sortez, enfin quand je dis vous, je parle des cast members en général, je suppose que c'est aussi l'occasion d'aller visiter Universal, d'aller visiter Cap Canaveral ou d'autres points touristiques autour, ou alors est-ce que tu restes vraiment, ton jour de repos, tu te reposes, à la limite tu vas faire une petite soirée dans un parc, etc. Je suppose que le jour de repos, c'est Disney aussi indirectement, parce que tu es sur place. Oui, exact. C'est sûr, on en profite pour visiter les autres parcs. Quand je travaille à Epcot à tous les jours, lors de mes journées de congé, c'était très rare qu'on allait me retrouver dans ce parc-là. Souvent, j'en profitais pour aller voir Magic Kingdom, Animal Kingdom ou Disney's Hollywood Studios. Donc oui, la plupart du temps, je m'amusais à explorer les autres parcs thématiques ou prendre du temps à visiter les hôtels aussi, parce que, je le disais un peu plus tôt, il y a 25 magnifiques hôtels au Walt Disney World. Puis ça permet de prendre ça un peu plus relax, de s'asseoir dans le coin de l'espace piscine, profiter un peu de l'ambiance, profiter des différentes thématiques. Plusieurs aussi hôtels qui ont des plages du côté de Walt Disney World, donc s'étendre un peu sur le sable, profiter de la vue sur la nature. Un de mes hôtels préférés, c'est le Wilderness Lodge, qui est proche du Magic Kingdom, mais qui donne pas vue sur le Magic Kingdom, mais vue sur la nature. Il y a comme un immense lac au Walt Disney World, là, proche de Magic Kingdom. Donc, j'aimais ça me rendre à cet hôtel-là pour un peu m'évader de la surstimulation que je faisais allusion tantôt, des parcs, puis d'avoir un plus grand contact avec la nature. Donc, mais au final, j'étais quand même dans un hôtel de Disney, j'étais quand même dans l'univers de Disney. Mais oui, sinon, dans mes journées de congé, je suis aussi allé à Universal quelques reprises. Ça fait tout le temps des beaux séjours de voir finalement des parcs différents, mais ma passion est pour Disney principalement. En visitant ces parcs-là, Universal, ils ont vraiment des très beaux parcs. Mais les histoires
de Disney me rejoignent beaucoup plus que celles d'Universal. Donc, au final, ben, j'ai pas regretté mes séjours à Universal, mais d'être de retour dans les parcs Disney, c'était bien aussi. Donc oui, on finit tout le temps par être dans les parcs avec des amis ou par soi-même. Comme j'en ai profité pour alimenter ma chaîne YouTube. J'ai sorti une vidéo par semaine à ce moment-là, tellement qu'il y a d'endroits à visiter, d'aventures à vivre. Donc souvent, parce que j'aime ça parfois avoir certains moments par moi-même, parce que tu sais, dans le cadre d'un emploi qui finalement vise à tout le temps être en interaction avec les visiteurs ou avec mes collègues, j'aimais ça avoir un certain temps pour moi-même. Donc j'en profitais, je faisais mes vidéos à ce moment-là, où c'est ça, je prenais le temps d'aller relaxer de mon côté, mais il y avait tout le temps aussi des moments entre amis à l'extérieur des parcs. Alors, on se dirige malheureusement vers la fin de cet épisode et j'ai, en tant que fan, quelques questions sur les coulisses en fait, parce qu'évidemment tu as vu des choses que en tant que cast member, tu as vu des choses que les guests ne voient pas, et il y a les fameux Utilidors qui se trouvent à Magic Kingdom. Donc pour rappel, les Utilidors, c'est un espèce de réseau souterrain, mais pas tout à fait, parce qu'en fait le terrain à Magic Kingdom est un peu surélevé pour cause de terrain marécageux quand ils ont construit, et ils en ont profité en fait pour faire tout un réseau d'espèces de tunnels qui peut permettre aux cast members de se rendre à n'importe quel endroit du parc en version souterraine sans se faire voir, et ça permet aussi d'évacuer par exemple les poubelles, les déchets, des choses comme ça. Est-ce que tu as eu l'occasion de les voir et de les visiter, toi personnellement, ces Utilidors à Magic Kingdom? Oui, ça a été vraiment une très belle visite. Lors, en fait, de mon tout premier programme pendant Traditions, on avait la visite de ces tunnels-là. Donc, ça faisait un peu partie de l'initiation, de montrer l'envers du décor, surtout à Magic Kingdom, parce que c'est le parc emblématique. On a le château, mais après ça, qu'est-ce qu'il y a en dessous du château? Donc, c'était très bien. En fait, c'est pas exceptionnel. Plusieurs ont le fantasme de dire « Oh, je veux vraiment visiter ces endroits-là ». C'est vraiment des corridors de service. Donc, oui, en tant que fan, on assouvit finalement un désir, mais quand on y pense rationnellement, c'est vraiment juste des murs de béton, là. Donc, je veux un peu calmer l'excitation à ce propos, là. Donc, c'était vraiment super bien, mais c'est ça. Ça demeure des corridors de service. Lors de mon deuxième programme, je travaillais au Magic Kingdom, encore une fois en restauration rapide. Donc, à tous les jours, j'ai utilisé ces corridors-là. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que, pour moi, c'est plus... c'est vraiment familier maintenant, donc c'est moins exclusif, parce que pendant 3 mois, à tous les jours ou presque, je les ai traversés, ces corridors-là, donc je les connais très bien maintenant. Mais oui, c'est vraiment une belle visite. En fait, il y a possibilité pour quelqu'un qui n'est pas cast member, pour un visiteur, d'aller dans les tunnels. Il y a un tour guidé Keys to the Kingdom que je recommande vraiment, qui raconte finalement l'histoire du Walt Disney World, l'histoire de Magic Kingdom, puis entre autres, on parle des Utilidors, de la façon que le parc a été construit, puis il y a une visite dans certaines portions des Utilidors. Donc si vous êtes curieux, puis le tour guidé est quand même raisonnable, là, environ 120 $ US par personne, là. Ça peut être plus élevé pour certains, mais considérant qu'on visite les Utilidors, je pense que ça vaut quand même la peine. Donc, c'est quelque chose que je recommande. Peut-être pas une première visite. Si c'est votre première fois au Walt Disney World, concentrez-vous sur les parcs et toutes les différentes attractions qu'on y retrouve. Mais si c'est votre deuxième voyage au Walt Disney World, pensez-y à ce tour-là. Là. Je pense que vous n'allez pas le regretter. Alors, il va être temps de clôturer. J'ai une dernière question. Est-ce que travailler à Walt Disney World comme cast member, ça t'a permis évidemment de voir un peu ce qui se passait en coulisses? Est-ce que ça t'a cassé la magie, ou du contraire, ça a rempli encore plus ta passion et ça te donne encore envie de plus d'en savoir plus, pardon? Très bonne question. De mon côté, c'est sûr qu'il y a certains éléments où est-ce que tu comprends tout maintenant comment ça fonctionne en arrière-plan. Donc, il y a une portion qui peut être un peu brisée, mais finalement, ça a plus suscité ma curiosité. Puis, au contraire, je suis maintenant impressionné de la façon que Disney gère ses opérations
en arrière-plan, en backstage. Donc, oui, il y a certains éléments de magie que pour moi, c'est brisé, mais au final, je suis plus impressionné par la façon qu'ils réalisent tout ça. Donc, le sentiment, c'est juste transformé, mais tout ça, ça demeure ultra positif malgré tout. Donc, je suis un vrai fan, donc même si la magie se brise un peu, pour moi, c'est juste des opportunités finalement d'apprendre comment ça fonctionne. Puis c'est tout aussi intéressant que de voir le vrai spectacle en avant-plan. Mais écoute, merci beaucoup Maxime d'être venu me tenir compagnie pour cet épisode. Merci pour ta gentillesse comme d'habitude et ta passion. Et surtout, merci pour avoir partagé ton expérience avec nous. D'ailleurs, de toute façon, on me dit dans la rayette que tu vas revenir rapidement pour un prochain épisode, mais on ne dévoile pas aujourd'hui le sujet. Ça va se faire dans les prochains mois. Est-ce que tu peux un petit peu nous rappeler où il est possible de te retrouver dans la Disney Sphère Disney ? Oui, donc vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne Maxime WDW. Donc, comme on l'a dit, je parle, oui, du Walt Disney World surtout, mais également, j'ai fait quelques tours du côté de Disneyland en Californie sur différentes croisières Disney. Puis, lors de mon voyage en Europe, dans un peu plus d'un an, je vais également couvrir Disneyland Paris. Donc, suivez-moi sur YouTube. Sinon, sur Instagram, vous pouvez me retrouver. J'ai également une page Facebook pour mon rôle de conseiller en voyage. Donc, pour plein de trucs et astuces pour planifier votre séjour au Walt Disney World, vous pouvez me suivre sur Facebook également. Puis, n'hésitez surtout pas. Je plug ma petite promo. Mais si vous êtes à la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World, vous pouvez me contacter. Puis, ça va me faire un réel plaisir de vous aider pour finalement créer vraiment un voyage là, à votre image, à l'image de votre famille puis, ou de votre groupe d'amis. Donc, je suis là pour vous aider. Mais ne vous en faites pas. Comme je vous ai dit, je mets tous les liens où on peut retrouver Maxime dans le descriptif de ce podcast. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour l'écoute de mes podcasts et pour vos nombreux messages que vous m'envoyez en MP ou en commentaire de mes publications. Un merci tout spécial à Stéphane pour ton soutien et entre autres pour ton don PayPal. Et merci également pour Stéphane qui réalise le montage des podcasts et pour ton soutien indéfectible, que ce soit moralement ou financier. Encore merci Maxime, ce fut vraiment passionnant et ce fut un véritable plaisir et je suis impatient de te retrouver pour un prochain épisode. Ben, merci à toi de m'avoir invité, puis moi aussi, je suis très impatient pour le prochain épisode qu'on va enregistrer ensemble. Bye! Ben, salut Maxime! Salut, bonne journée! Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration for all the world. Thank you. Merci à vous et à vos petites oreilles pour avoir pris un peu de votre temps précieux pour m'écouter. Vous pouvez retrouver le Boudoir de Walt sur la plupart des réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rechercher et à vous abonner. Pour ceux et celles qui souhaitent me soutenir, merci de mettre des pouces levés, des étoiles ou les bonnes notes qu'il faut pour me soutenir dans cette nouvelle aventure. C'est super important pour le référencement et c'est gratuit. N'hésitez pas de partager sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos amis les épisodes que vous avez préférés. Cela aide grandement à faire connaître le podcast et c'est gratuit également. Les commentaires sous les publications du Boudoir de Walt sont également les bienvenus et j'y répondrai à chaque commentaire. Pour ceux et celles qui veulent me soutenir financièrement, vous trouverez le lien du compte PayPal du Boudoir de Walt dans la description de cet épisode. Rien n'est obligatoire bien entendu, mais cela peut m'aider fortement à faire évoluer qualitativement le podcast en m'aidant pour assumer par exemple les frais d'hébergement ou pour investir dans du matériel de meilleure qualité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vive la passion Disney, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao.